Merci pour cette invitation et pour cette occasion de remettre un petit peu les centres, le sol pardon, au centre de nos écosystèmes, parce que je pense que beaucoup d'entre vous imaginent que ça, c'est un écosystème terrestre, ce que vous voyez à l'écran. Et en fait, si vous pensez ça, vous êtes un petit peu comme un pou qui serait cramponné à un cheveu de son hôte et puis qui se dirait, en regardant le cuir chevelu, ben, c'est beau un homme. En fait, ça, c'est pas un homme. Et ça, c'est pas un écosystème terrestre. L'écosystème terrestre, c'est ça, c'est le sol. Et j'ai essayé de vous familiariser avec ça, d'abord en essayant d'introduire sa dimension vivante, qui n'a pas toujours été connue ou reconnue, mais qui aujourd'hui est un fait premier, vous allez le voir. Un sol, avant tout, c'est de la vie. Et cette vie, elle est multiple. Elle est multiple et vous allez voir abondante. Elle est avant tout microbienne. Et ça, c'est le problème, c'est que justement, quand on examine un sol, on ne voit pas forcément cette dimension-là, puisqu'elle est par définition invisible. La première chose qui est microscopique et qu'on a dans les sols, c'est les champignons. Alors je sais que les champignons peuvent vous paraître visibles à l'œil nu, parce que vous avez l'habitude d'en voir, d'en ramasser, mais ce que vous voyez, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, ce n'est que la partie qui produit les spores, c'est-à-dire des petites cellules qui sont dispersées assez souvent par le vent, et qui, dans des conditions favorables, germent en un filament qui fait 1/100 de millimètre. Donc en fait, un filament qui est microscopique. Et ces filaments se développent, ils se développent notamment dans le sol, pour les champignons du sol, en un mycélium, c'est-à-dire un réseau de filaments qui grandissent par leur extrémité, se ramifient et dont les ramifications se ressoudent. Oui, effectivement, un champignon, c'est un réseau microscopique qu'on appelle le mycélium, et au jour le jour, à part le moment où ça fait des fructifications, des organes porteurs de spores hors du sol, eh ben un champignon, c'est microscopique. Et d'ailleurs, beaucoup de sols sentent le champignon, c'est pas pour rien, c'est qu'ils contiennent du champignon. Quand vous épluchez des champignons ou quand vous froissez un sol qui contient du champignon, vous avez une émission d'octénol, une molécule qui a la caractéristique d'être très volatile et d'exhaler l'odeur de champignon, de témoigner de la présence éventuellement d'un champignon dans le sol, alors même que vos yeux ne l'ont pas vu. Il y a aussi dans le sol, plus petit encore, les bactéries. Alors les bactéries sont faites de cellules qui font à peu près 1/1000 de millimètre. Elles sont donc 10 fois plus petites que les champignons. Et ces cellules sont soit isolées, soit en petits groupes, soit en courtes chaînettes, comme dans le cas des actinobactéries. Le Streptomyces est un exemple d'actinobactérie. Ces actinobactéries sont doublement intéressantes parce qu'en fait, elles vous sont très familières. D'abord, on en tire des antibiotiques. La streptomycine est tirée des Streptomyces. Vous connaissez peut-être plutôt l'actinomycine qui sert notamment à soigner les boutons d'acné rebelles, qui est issue d'actinomyces qui sont les actinobactéries. En d'autres termes, les actinobactéries vous sont familières parce qu'elles sont dans vos armoires à pharmacie. Mais ce n'est pas tout. Ces actinobactéries sont également dans les sols productrices d'une molécule, la géosmine, qui est précisément, comme son nom l'indique en grec, l'odeur de terre, l'odeur du sol. Quand ça sent la terre, en fait, ça sent la bactérie. Et là encore, votre nez vous révèle ce que vos yeux ne voient pas toujours, cette présence microbienne. La géosmine, c'est d'ailleurs aussi une partie de cette odeur très particulière qu'il y a après la pluie, car quand l'eau de pluie envahit le sol, il s'en exhale de la géosmine diluée et ça contribue à la fameuse odeur d'après la pluie, ce qu'on appelle techniquement le pétrichor. Mais bon, il y a encore d'autres microbes dans les sols. Laissez-moi aussi vous présenter les amibes. Alors les amibes, leur taille vous est donnée par les quelques bactéries qui traînent ici. Par exemple, cette bactérie-là, filamenteuse, qui est un peu allongée. Voilà. Les amibes, c'est un peu plus gros souvent que les filaments de champignons. C'est fait d'une grosse cellule qui se déforme et qui, par ces déformations, est capable d'avancer et d'englober des proies. Des proies qui sont des bactéries le plus souvent. Vous connaissez sans doute les plus grosses des amibes sous le nom de blobs. Alors c'est assez amusant pour ceux qui connaissent les blobs. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont déjà entendu parler de ça. Les blobs, c'est des amibes géantes. Et ce qui est amusant, c'est que souvent, parfois, les gens connaissent les amibes géantes, mais ils ne savent pas que la majeure partie des amibes sont en fait formées de toutes petites cellules et font partie des microbes du sol. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de vivant dans le sol ? Alors, on pense aux animaux. Mais avant de penser aux animaux, il faut penser c'est des animaux aussi, des insectes. Aux plantes, puisque le tiers de la masse des plantes est souterrain. Et en quantité, microbes et plantes se tirent la bourre pour savoir qui est
le plus abondant, on en reparlera. Mais bien sûr, il y a aussi des animaux. Alors, par exemple, ici, vous avez un petit colembole. En gros, c'est proche des insectes, mais ça n'a pas d'ailes. Vous avez un pseudo-scorpion. C'est proche des araignées et des scorpions, mais vous voyez que ça a l'avant d'un scorpion, mais pas tout à fait l'arrière. Donc, ce n'est pas un scorpion, c'est autre chose. Là, vous avez des nématodes, des tout petits vers qui sont gros comme des filaments de champignons. Un acarien, un scolopendre. Alors là, on retourne dans des groupes qui sont proches des araignées. Un ver de terre, un vrai ver de terre, c'est un groupe qui n'a rien à voir avec les nématodes, c'est très différent. Vous connaissez sans doute les lombrics là-dedans. Il y a un coléoptère ici qui nous indique qu'il y a d'authentiques insectes dotés d'ailes et d'élytres dans les sols. En fait, il y a une grande diversité de vie animale dans les sols, effectivement. Et il y a beaucoup d'animaux, c'est pas faux. Mais enfin, on va remettre les choses à leur place. Bien qu'il y ait une grande diversité d'animaux, le sol, c'est avant tout des microbes. Et dans un gramme de sol, vous avez plusieurs milliers d'espèces, un bon millier d'espèces de champignons, des centaines d'espèces d'amibes, c'est-à-dire plus d'espèces que dans un zoo. Alors maintenant, quand on dézoome là-dessus et qu'on regarde un hectare, le sol d'un hectare de chez nous contient 5 tonnes de microbes, en gros 3,5 tonnes de bactéries et 1,5 tonne de champignons, 5 tonnes de racines, et je vous l'avais dit, c'est pour ça que je les ai mis après le reste. Il y a des animaux, oui, que nos yeux repèrent facilement parce qu'ils bougent et parce qu'ils sont gros, mais il y en a 1,5 tonne. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant, parce qu'ils mangent des racines et des microbes, et donc il ne peut pas y avoir plus de mangeurs que de mangeailles, ou alors vous croyez à la croissance. Le quart des espèces connues vivent dans les sols. Rien qu'en France, une analyse grossière de nos sols a révélé plus de 115 000 espèces de bactéries. En France, où il y a 600 espèces d'oiseaux, 200 espèces de mammifères, 6 000 espèces de plantes, pour ne compter que la France continentale, et 40 000 espèces d'insectes. Ouais. Il y a sans doute plus de microbes que de gros organismes, et surtout, pour le coup, dans le sol, il y a énormément de microbes. Et le sol, au total, abrite, selon les cas, entre la moitié et les 3/4 de la masse vivante, et comme toute la masse morte se trouve là, qui tombe à terre à sa mort, quand vous considérez l'ensemble de la matière organique vivante ou morte, eh bien, les sols contiennent 60 à 90% de la matière organique des écosystèmes terrestres. Vous voyez qu'en nombre d'espèces, en masse, ça se passe plutôt dessous. Je ne vous ai pas menti en vous disant que ce que vous appelez l'écosystème terrestre, ce n'est que le pelage de là où ça se passe dans le sol. Alors évidemment, peut-être certains sont-ils gagnés d'agacement face à ces kilos, face à ces tonnes, face à ces centaines et ces milliers d'espèces. Vous avez raison, tout ça c'est de la quantité, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce qui se passe et les processus. Or, cette diversité d'espèces constitue aussi une diversité d'activités, de modes de vie, donc une diversité de modifications du milieu qui sont autant de modalités de mise en place, de fonctionnement, de fertilité des sols. Regardez maintenant comment cette vie, en fait, elle constitue, elle fabrique le sol. Vous savez que quand il y a du bitume, du béton ou du gravier, on est obligé de ratisser les feuilles. Ratisse-t-on les feuilles en forêt? Ratisse-t-on les feuilles dans les champs? Heureusement non, ce serait un peu cher. Quand il y a du sol, la matière organique disparaît lentement. Alors, très lentement en forêt où il y a des feuilles mortes, beaucoup plus rapidement dans une pelouse. Mais une des fonctions du sol, c'est de décomposer la matière organique morte qui lui parvient. Regardez par exemple ce rond de sorcière. Alors, c'est souvent amusant de trouver les champignons en cercle. Au début, on ne comprenait pas trop pourquoi, et donc on disait que c'était des sorcières, puis on en brûlait 2-3, et puis ils poussaient encore en rond. Mais enfin, on ne s'est pas rapidement aperçu que ça ne servait à rien de brûler les sorcières, donc on a continué de les brûler. Ce n'est pas l'objet de cet exposé. L'idée, c'est qu'on n'a pas compris comment c'était fait, mais aujourd'hui, on sait exactement ce qui fait ce fameux rond, et vous allez voir qu'il n'y a pas de sorcière là-dessous. Il y a une idée toute bête, c'est qu'au milieu, alors d'abord, vous et moi, on comprend que ce que les parties aériennes me montrent, c'est qu'en fait, en permanence, toute l'année, il y a un mycélium dessous qui est en forme de couronne. Et cette couronne s'explique facilement. Une spore est tombée au milieu et elle a grandi dans toutes les directions. Simplement, ces champignons-là, ils exploitent une partie de la matière organique du sol. Et au bout de quelques temps, il n'y a plus rien à manger. Donc, dans les parties où ils sont depuis le plus longtemps, ils sont morts de faim. Voilà. Donc, au milieu, il y a une zone où les ressources sont épuisées et où tout est mort. Et sur les bords, il y a ce mycélium qui continue à grandir vers l'extérieur, tout en même temps qu'il meurt par l'intérieur.
Voilà. Alors on a compris pourquoi c'était un cercle. Maintenant, réfléchissons à ce qui se passe. À l'endroit où est ce champignon, il se nourrit. À quoi ça lui sert de prélever des choses dans le sol? Tout comme à vous. Ça lui sert à grandir. Alors vous allez me dire, oui, moi je ne grandis pas beaucoup. En dehors des ongles, des cheveux et de la peau qui desquame, on ne grandit pas beaucoup. Oui, c'est vrai, le champignon, lui, il investit plus dans la croissance. Vous avez vu, il grandit vers l'extérieur. Mais il investit aussi ce qu'il prélève dans le milieu, dans l'autre grande fonction que nous réalisons essentiellement avec ce que nous mangeons. Ah oui, ça sert à quoi de manger? Puisque ça ne sert pas trop à grandir. Alors on digère, les éléments digérés rentrent dans notre organisme, mais là, ils nous servent un peu à grandir, mais on a dit un peu, mais pas trop. Se reproduire, oui, bon, ça sert à faire des gamètes, mais alors, ou des enfants, mais enfin, ça va, ça ne demande pas de manger 300 à 400 grammes par jour, ça. Parfois, ça demande plus, mais pas pour très longtemps, donc... On respire, on fait de l'énergie avec, effectivement. Tout à fait. On capte de l'oxygène et on fait brûler cette matière. Sauf que dans un feu ordinaire, l'énergie sort sous forme de chaleur et de lumière. Et dans nos cellules, l'énergie qui sort quand on brûle la matière qu'on a mangée à l'oxygène, quand on respire cette matière, cette énergie, elle est captée pour faire fonctionner la cellule, pour faire des mouvements, pour faire du bruit, enfin tout quoi. Alors, si effectivement c'est un feu, la respiration, vous savez qu'un feu, ça produit quoi? Bien sûr du CO2, bien sûr de la vapeur d'eau, tout ça, ça sort par les poumons, mais ça fait quoi d'autre un feu? De l'énergie, bon ça tombe bien, donc ça fait de l'énergie aussi, ça on la récupère. Ça fait quoi encore un feu? Alors je sais qu'à Paris, on n'a pas tous une cheminée. Des cendres. Toutes les molécules azotées, toutes les molécules phosphatées, toutes les molécules soufrées, tous les atomes, je veux dire, d'azote, de phosphore, de soufre, qui sont attachés aux molécules que vous brûlez, elles se retrouvent sous forme de cendres. C'est ce qui se passe dans votre cheminée, mais c'est ce qui se passe aussi dans vos cellules. Et vos cellules bazardent les cendres dehors, ça passe dans le sang, et au niveau des reins, les cendres sont récupérées et émises sous forme liquide dans l'urine. Si vous faites pipi, c'est que vous évacuez les cendres de la respiration. Alors vous n'avez peut-être pas présenté la respiration comme ça, ni l'urine comme ça, mais manque de chance, c'est comme ça que ça marche. Je ne sais pas pourquoi on l'enseigne différemment. L'urine, ce sont les cendres de la respiration. Et d'ailleurs, dans l'urine, il y a plein d'azote, plein de phosphate, plein de potassium, plein de bonnes choses pour les plantes. Faites pipi dans votre jardin plutôt que dans vos toilettes. Alors, donc mon champignon, il fait comme moi. Il prend de la matière, bon, c'est de la matière organique morte, et puis il se nourrit. Ça fait grandir le mycélium, et il fait des déchets. Il émet du CO2 qui sort du sol, et il libère de l'azote, du phosphate, du potassium, tout un tas de trucs. Et d'ailleurs, regardez bien l'herbe. Elle est plus verte là où il y a le champignon. Parce que les déchets de champignons, c'est un peu comme notre urine, c'est un fertilisant. La matière organique est transformée en fertilité azotée, phosphatée et tout ce que vous voudrez. D'accord? D'ailleurs, souvent, à la saison, on ne voit pas les parties reproductrices des champignons, on voit bien le rond de sorcière comme un rond d'herbe grasse. Et maintenant, je vous emmène dans les Pouilles où, sur de très vieilles pâtures, les ronds de sorcière, on les voit de loin, ils font 30 à 80 mètres de diamètre, et même d'avion, vous les voyez comme des ronds d'herbe grasse. Et oui, car la décomposition de la matière, c'est pas juste qu'elle disparaît, c'est qu'elle devient fertilité. Ce sont les déchets du champignon, par exemple, mais aussi des déchets de certains animaux ou de certaines bactéries, et ces déchets sont autant de fertilité pour les plantes. Donc, dans le sol, il y a de la matière organique, mais cette matière organique, elle devient lentement fertilité. Dans les sols, vous le voyez aussi, il y a de la caillasse un peu partout. Il y a des substances, des éléments minéraux, des morceaux de la roche sous-jacente. Et cette roche, elle est lentement en train de fondre dans l'eau de pluie qui passe dans le sol. Alors, comme vous le savez, il suffit de regarder les bâtiments autour de nous. Heureusement, les pierres ne fondent pas très vite. C'est extrêmement lent. Si vous allez voir les plus vieux temples connus, qui sont des temples dans les îles méditerranéennes, qui sont datés de moins 5 à moins 10 000, les roches sont sacrément fondues. Elles sont toutes creuses, elles sont pleines de cavités. Bon, une roche, un morceau de caillasse d'1 mètre de diamètre, ça met 3 à 4 000 ans à fondre. Oui, allez, excusez-moi, une bonne dizaine de milliers d'années à fondre. Mais ça finit par fondre. Sauf que c'est extrêmement lent. Petite expérience pour illustrer ça, je prends un cristal d'apatite. C'est un minéral qu'on trouve dans les calcaires et surtout dans les granites, et d'ailleurs qui a l'intérêt de contenir du phosphore. Je le trempe 6 mois dans l'eau, je le ressors, je l'observe de près. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment rien. Sa surface n'est pas altérée. C'est pas vrai.
il a un tout petit peu fondu, mais très très peu. D'accord ? Donc, et de façon homogène. C'est lent. Maintenant, avant de le laisser tremper 6 mois dans l'eau, je rajoute quelques gouttes de jus de sol. Bref, des microbes, de jus de sol. Je l'agite du sol dans l'eau et je transfère quelques gouttes. En fait, j'inocule des microbes du sol. Et là, 6 mois plus tard, regardez le travail, c'est bourré de trous. Plein de micro-trous, c'est tout taraudé. La vitesse de dissolution est augmentée d'un facteur 10 à 100. Oui. Parce que l'eau qui est présente dans le sol, chaque fois qu'elle est là, elle dissout extrêmement lentement. Et d'ailleurs, elle libère tout un tas de choses assez intéressantes pour le fonctionnement du sol. Je veux dire, pour la nutrition des microbes et des plantes du sol, c'est très intéressant, le fer, le calcium, le phosphate. Bon, mais certains microbes, alors ce n'est pas ceux qui décomposent la matière organique, ce sont d'autres, ils vont se scotcher contre la roche, et pour ça, ils émettent un gel qui les retient, mais qui retient l'eau, donc qui augmente le temps de présence de l'eau contre la roche, même entre deux pluies, puisque l'eau est retenue par ce gel, et en plus, ils émettent de l'acidité qui leur permet d'aider à la dissolution de la roche. L'intérêt de ça, c'est que ça libère tout un tas de choses dont ils ont besoin et qu'ils prélèvent. Mais, par chance, ils travaillent comme des cochons. Il y a des fuites dans tous les sens. Et une grande partie de ce qu'ils dissolvent, ils n'arrivent pas à le récupérer et ça part dans l'eau. Mais du coup, en leur présence, la dissolution est accélérée d'un facteur 10 à 100. Dissolution qui, pour eux, est intéressante puisqu'ils y puisent des ressources. Mais voilà, ça libère aussi des ressources pour le reste des habitants du sol. Et voilà que cette accélération-là de l'altération chimique des roches par une altération qu'on appelle biochimique, elle fait que les roches, la matière minérale, tout comme la matière organique, elle est en devenir dans le sol. Dans le sol, elle est en attente de disparition, et cette disparition génère de la fertilité. Alors, ce n'est pas tout, parce que dans le sol, il y a des trous. Alors, il faudra qu'on les fasse, les trous, d'ailleurs. Parce que souvent, on dit qu'il y a des trous dans le sol, alors tout le monde dit oui, c'est normal, l'eau rentre dans le sol. Oui, mais pourquoi il y a des trous ? C'est bizarre, hein ? Bon, alors on y reviendra. Mais il y a des trous dans lesquels il y a de l'eau et puis des gaz. Et ces gaz qui rentrent dans le sol, ils vont m'intéresser un instant parce que figurez-vous qu'ils ont un rôle pour la vie du sol et qui sont aussi en devenir. Regardez, l'oxygène qui rentre dans le sol sert à la respiration des organismes du sol. On en a parlé à propos des champignons. Et du coup, ils se mettent à émettre du CO2. Vous voyez que l'oxygène qui rentre dans le sol va être transformé par la vie, va être consommé par la vie, va disparaître en tant que tel, et que ça va faire du CO2, ce qui est très bon pour la photosynthèse des plantes. On reviendra sur la quantité de CO2 dans l'atmosphère après, mais il en faut. Sinon, les plantes ne feraient pas la photosynthèse. Mais ce qui est surtout important en termes de gaz, c'est un gaz de l'atmosphère qui va amener un élément qui ne serait pas dans le sol sinon, parce que cet élément n'est jamais dans les roches, alors qu'il est présent dans le sol et dans les êtres vivants du sol. Cet élément qui est présent en grande quantité, c'est l'azote. Les roches ne libèrent pas d'azote. D'où vient l'azote qu'il y a dans le sol ? Alors vous allez me dire, il vient de la décomposition de quelque chose qui contenait des protéines ou de l'azote. Ouais, mais comment il est rentré au début ? Alors pour comprendre d'où vient l'azote du sol, il faut faire le détour par des plantes comme les luzernes, les trèfles, les fèves ou les pois, qui ont la caractéristique d'être très très riches en azote, au point que nous on les appelle des protéagineux quand on les mange, parce qu'elles sont ces espèces sont extrêmement riches en protéines. Techniquement, ce sont des légumineuses pour les botanistes. Et ces plantes ont la caractéristique de réaliser une fixation d'azote, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont plus riches en azote que le sol sur lequel elles ont poussé. Alors c'est un peu un tour de force, hein. Elles en contiennent plus que le sol sur lequel elles poussent. Vous allez voir, c'est très simple en fait. C'est parce qu'elles fixent de l'azote venu de l'air. Enfin, elles fixent de l'azote venu de l'air. Elles ont sur leurs racines des renflements, des nodosités, qui abritent à l'intérieur des bactéries, qu'on appelle des rhizobiums, qui sont nourries en sucre par la plante, qui les héberge, et qui ont la propriété d'être capables de transformer l'azote gazeux de l'atmosphère qui rentre dans le sol en acide aminé. Alors les rhizobiums utilisent une partie de ces acides aminés et donnent à la plante une autre partie, ce qui fait que cette association-là, c'est une association où la plante donne du sucre à une bactérie pour lui faire fixer de l'azote dont elle récupère une partie. Et en fait, si les légumineuses et les protéagineux, qui sont les protéagineux, c'est la même chose, sont riches en protéines, c'est qu'ils hébergent des bactéries qui exploitent l'azote de l'atmosphère et qui leur permettent de faire plus de protéines.
Alors ça, c'est une chose qui arrive aussi à des bactéries libres, comme les azospirillum ou les azotobactères, mais ces bactéries-là sont beaucoup moins efficaces, parce que pour le coup, elles ne sont pas branchées sur la photosynthèse de la plante, elles passent une partie de leur temps à essayer de trouver du sucre, et donc elles sont moins efficaces. Ça n'a pas l'efficacité de rhizobium associé à des plantes. Mais néanmoins, tout ça, nodosité, enfin renflement symbiotique de légumineuses, feuilles de légumineuses qui tombent au sol, azotobactères ou azospirillum qui meurent, tout ça, ça finit par se décomposer. Et quand ça se décompose, ça ne redonne pas de l'azote gazeux, mais ça donne du nitrate, de l'ammonium, et maintenant ça donne des formes d'azote qui vont tourner en permanence entre le sol, la plante, le sol, la plante. Bref, le chemin a été long et tortueux, j'en suis désolé, mais là encore, j'ai un gaz de l'atmosphère qui disparaît en donnant de la fertilité. C'est de l'azote atmosphérique rentré dans le sol que provient l'azote qu'on trouve ensuite dans un écosystème, dans les plantes ou dans le sol. Vous voyez, c'est la même histoire. En fait, le sol, c'est de la matière organique, de l'atmosphère et de la roche qui sont ensemble en attente de devenir un devenir sous l'effet du vivant et un devenir qui s'appelle fertilité, qui s'appelle ressources pour la croissance des plantes. Bien. Alors, ce n'est pas tout à fait fini. Parce que si je fais fonctionner ça, comme je vous le dis, la pluie tombe, l'eau passe dans le sol et elle emmène tout ce que je viens de fabriquer. À partir des roches, à partir de la matière organique, à partir des gaz atmosphériques, tout ça est emmené vers le bas. Et finalement, éventuellement, tellement bas que les racines n'y atteignent plus. Faut touiller pour empêcher cet entraînement perpétuel par le ruissellement de l'eau en profondeur. Alors, qui touille? Vous remarquez, pendant ce temps-là, vous avez le temps de chercher la réponse à cette question, vous remarquez qu'il y a des cailloux jusqu'en haut et il y a de la matière organique. Il y en a moins, mais il y en a un peu en bas. Ça veut dire qu'il y a des mélanges de proche en proche. Évidemment, ce n'est pas touillé vigoureusement. Mais s'il n'y avait pas un mélange, il y aurait de la pure matière organique sur de la pure roche en train de s'altérer. Vous y êtes? On sent qu'il y a un mélange. Parce qu'on passe en continu de beaucoup de roche à beaucoup de matière organique. Mais il n'y a pas une limite entre les deux. Il y a eu des mélanges de proche en proche. Alors, qui mélange dans les sols? Alors, on pense aux vers de terre, et vous n'avez pas tort, mais vous allez voir, l'histoire est un tout petit peu plus compliquée. Mais oui, effectivement, les vers de terre, d'abord, comme tous les animaux, quand ils se déplacent, ils perturbent les composants des sols en se frayant un chemin. Pardon, excusez-moi, voilà. Ils les perturbent mécaniquement, et ça, les taupes, les termites font la même chose. D'accord? Et on voit là qu'ils sont en train de perturber complètement la belle ordonnance des couches pâles et des couches foncées qu'on avait mis dans le terrarium. Mais en fait, ça, c'est propre à tous les animaux par leur déplacement. D'ailleurs, je vais vous dire un truc, les amibes, à leur échelle, font pareil. Alors évidemment, c'est plus petit, c'est moins actif, mais bon. Il y a cette perturbation physique par leur déplacement, mais il y a aussi deux autres, dans le cas des vers de terre, et c'est là que les vers de terre sont singuliers parmi les animaux, il y a deux autres façons qu'ils ont de mélanger et qui renvoient à leur alimentation. Alors souvent on dit les vers de terre, ils mangent de la matière organique morte dans le sol, des bouts de feuilles, des bouts de ceci, des bouts de cela. C'est vrai qu'ils mangent ça, mais je vais vous dire, ils ne savent pas trop digérer les tissus végétaux, notamment la cellulose et la lignine, qui sont deux molécules qui composent 90% de la masse végétale. Ils ne sont pas très bons pour digérer ça. En fait, ce qu'ils savent bien digérer, c'est les microbes, et en particulier les bactéries. Et où trouver plus de bactéries et de champignons que sur de la matière organique qui est en train de se décomposer? Vous y êtes? Donc s'ils avalent ça, c'est surtout pour manger les microbes qu'il y a dessus. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas digérer 2-3 composants de la feuille, ce n'est pas le problème. Mais c'est surtout des trucs qui mangent les vers mangent surtout des microbes. Le problème, c'est qu'il va falloir bien broyer ce morceau de feuille pour extraire le jus de bactéries et le jus de champignons. Comment faire pour broyer finement de la matière organique quand on n'a pas de dents? Demandez aux poules. Elles sont capables de broyer des grains de céréales, des graines de... Elles absorbent des cailloux et elles ont un gésier musculeux, celui dont on fait des salades, d'accord, qui brasse tout ça et les cailloux font meule. Les vers de terre, ils font pareil. Ils ont un gésier, alors ok, on n'en fait pas de salade, mais il y a un gésier, et dans le gésier, ils mettent des grains de sable. Oui, à l'échelle, c'est ça. Et ça broie tout. Et là commence l'horreur. Quand on broie un reste de plante, on libère toutes les toxines que contiennent les plantes. Il ne vous échappera pas que les plantes sont souvent toxiques, ou en tout cas pas toujours bonnes à manger. Oui, vous avez tous vu Into the Wild, je pense.
si on mange n'importe quoi, on finit par y passer, quoi. C'est en mangeant n'importe quoi qu'on devient rien. Et donc, en d'autres termes, quand on broie cette matière organique, on relâche tout un tas de toxines, tanins, terpènes, alcaloïdes, j'en passe et des meilleurs, qui étaient stockés, qui étaient les défenses de la plante, quoi. Et on risque de s'intoxiquer. Que fait le ver de terre? Il fait comme vous, quand vous avez des saletés dans le tube digestif, vous avez une diarrhée, vous prenez de l'argile, vous prenez du smecta. Les vers de terre mangent de l'argile parce que l'argile, ça absorbe les toxines, ça interagit avec les toxines et du coup, comme elles sont retenues sur l'argile, elles ne peuvent plus rentrer dans l'organisme. C'est bon si vous avez une bactérie qui est en train de s'attaquer à votre tube digestif, ça fixe toutes les toxines bactériennes, d'où l'utilisation du smecta, et c'est bon pour le ver de terre parce que ça fixe tout ce qu'il relâche en broyant les tissus végétaux. Vous y êtes ? Bon, alors ça fait beaucoup de minéraux qui sont très denses. Le ver de terre avale 20 fois son poids par jour, entre tout ce qu'il ne digère pas et les minéraux pour l'accompagner. Si vous mangez 20 fois votre poids par jour, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier de faire plusieurs fois par jour? Se délester un peu. Et comme ils vivent dans un trou, évidemment, ils ne peuvent pas faire ça dans le trou, sinon le trou serait bouché en moins de 2. Ils remontent en surface et font une énorme crotte, puisqu'évidemment, il leur faut vider plusieurs fois par jour leur tube digestif. Une crotte qui est tellement énorme et haute qu'elle ressemble à une petite tour. Alors, il faut être souple avec la conception architecturale de la tour, mais c'est la raison pour laquelle on appelle ça des turicules. Parce qu'effectivement, souvent, c'est quand même assez érigé, quoi. Bon, mais enfin, c'est de la merde, quoi. Donc, alors, effectivement, on voit très bien que cette merde de ver de terre contient de la matière organique, elle est noire. Je vous ai dit, ils ne digèrent pas toute la matière organique qu'ils ingèrent. Il en reste. Il y a tout ce qu'ils n'ont pas digéré. D'accord ? Et puis, il y a de l'argile, et puis il y a du sable. Alors, si vous prenez le soin de broyer dans vos doigts un turicule de ver de terre, vous verrez, sous le doigt, on sent qu'il y a des grains de sable. Vous y êtes ? Le turicule est en lui-même un mariage intime de matière organique et de matière minérale. Ça, c'est du mélange. Mais ce n'est pas tout. Comme il est posé en surface, il va enterrer la matière organique qui vient de tomber. Feuilles mortes, petits bouts de branches, cadavres d'insectes, tout ce que vous voulez. Vous y êtes ? Donc la façon dont ils déposent leur turicule, ça enfouit la matière organique, ça l'enfonce vers le bas. Et d'ailleurs, Darwin, qui consacre son dernier ouvrage de 1881 au ver de terre, un ouvrage d'ailleurs qu'il a ruminé toute sa vie, parce qu'il raconte dedans une expérience qu'il a fait 30 ans avant. Il a mis de la poudre de craie dans son jardin et il a suivi l'enfoncement d'année en année de la poudre de craie pendant plusieurs décennies. Et il voit que ça descend, ça n'arrête pas de descendre, puisque les vers de terre, perpétuellement, ils défèquent par-dessus. Donc Darwin avait repéré ce phénomène d'enfouissement perpétuel dans les sols lié aux vers de terre avec cette expérience. Et il comparait d'ailleurs le labour à un gigantesque travail de ver de terre. Nous verrons que ce n'est pas vrai, par contre. Mais, quoi qu'il en soit, cette histoire-là nous indique que les animaux, et particulièrement les vers de terre, brassent les sols, sauf qu'en Amérique du Nord, il n'y a jamais eu de vers de terre. Alors, je vous entends, vous allez me dire, ouais, mais il y avait d'autres animaux dans le sol, ok. Et que, dans les sols, par exemple, des landes bretonnes ou des landes d'altitude, il n'y a pas d'animaux. Pour des raisons complexes que vous découvrirez en lisant mes ouvrages. Mais enfin, prenons le fait, il n'y en a pas. Alors, quand il n'y a pas d'animaux, qui brasse ? Et d'ailleurs, ces organismes-là, ils mélangent aussi les sols, et également quand il y a des animaux, mais ils sont éventuellement un tout petit peu moins efficaces quand il y a des animaux que les animaux ne sont. Alors, qui mélange ? Les racines, le gel, franchement, c'est rare que le sol gèle en profondeur. Il faut vraiment aller dans des altitudes élevées. Le sol, c'est un isolant. C'est plein de trous. L'air ne peut pas bouger. C'est comme le pelage ou le polystyrène. C'est un isolant. C'est pour ça, d'ailleurs, que les caves sont fraîches en été et plutôt chaudes en hiver. En tout cas, qu'elles ne changent pas de température. Non, le sol est un isolant, donc il gèle très mal. Et certes, il y a quelques mouvements de convection liés au gel, mais il s'exprime sur des millénaires. Il faut vraiment qu'il y ait des gels en profondeur. Donc, non, dans le cas général. Mais oui, les plantes, les racines. Il ne faut pas oublier que le tiers de la masse de la plante est souterraine et que les racines, elles pénètrent dans le sol, elles s'insèrent, elles s'insinuent dans le sol en profondeur
Pour ce faire, il faut aider à la réorganisation des particules tout autour. Pour lubrifier leur entrée, elles sécrètent en grande quantité un mucilage, qui aura d'ailleurs l'intérêt de retenir l'eau et qui fera que quand la racine sera installée, le sol autour de la racine sèche plus lentement parce que le mucilage retient bien l'eau. Donc elles sécrètent de grandes quantités de mucilage. Et puis quand elles sont établies, elles continuent à balancer dans le sol des dizaines de molécules carbonées qui ont des rôles pour organiser leurs interactions avec les voisins. Par exemple, elles produisent des composés qui empêchent l'arrivée de certaines maladies. Alors, ça ne marche pas toujours, hein. Les racines finissent parfois par être malades, mais la plupart du temps, il y a des antibiotiques et des substances repoussantes qui sont sécrétées qui évitent les attaques de bactéries et de champignons. À l'inverse, elles sécrètent des substances qui attirent leurs alliés. Pourquoi est-ce qu'il y a des rhizobiums dans les renflements des racines des légumineuses? Parce que les rhizobiums qui vivent dans le sol sont attirés par des sécrétions racinaires. Et là, il faut en mettre pour arriver à les attirer. Vous y êtes? Il y a aussi des plantes qui sécrètent des désherbants. Une plante comme la reine des prés, si elle s'appelle comme ça, c'est que quand elle est dans un pré, elle est toute seule. Elle est la reine du pré. Pourquoi? Parce qu'elle sécrète un composé proche de l'aspirine, le salicylate, en très grande quantité dans les sols, en quantité qui, en un mot, sont toxiques pour les autres plantes. Voilà, il y a des plantes qui désherbent par les racines. Et tout ça mélangé, ça fait que la plante émet 10 à 40% des produits de la photosynthèse dans le sol, du vivant, des racines. C'est énorme, parce que ça, c'est injecté en profondeur. C'est peut-être même plus puissant que les animaux pour enfouir du carbone. Surtout que finalement, les racines, elles vont mourir. La plupart des racines fines, 80% des racines fines ne survivent pas à l'année. D'autres poussent ailleurs pour exploiter le sol ailleurs. Et donc, il y a aussi toutes les racines mortes qui restent en place dans le sol. Même s'il y a un peu de récupération, ils restent décomposés. Et figurez-vous que l'apport de carbone au sol, de matière organique au sol, par les racines, est égal à 1 à 5 fois, selon les espèces, 1 à 5 fois l'apport de matière organique par la chute des parties aériennes au sol. Oui, vous entendez bien. Selon les espèces de plantes, ce que les racines laissent de matière morte dans le sol, c'est équivalent à tout ce qui tombe sur le sol depuis les parties aériennes et jusqu'à 5 fois l'équivalent de ce qui tombe au sol à partir des parties aériennes dans certaines espèces. Vous y êtes? Donc, la plante est une gigantesque machine à injecter du carbone. Pendant ce temps-là, la racine qui fonctionne extrait des ressources du sol, de l'azote, du phosphate, mais aussi du bore, du silicium, du cadmium, du zinc, du brome, du manganèse, du magnésium, vous en voulez encore? Tout ce qu'il faut pour faire une plante, alors dans des quantités différentes. Ça monte dans les feuilles, et quand les feuilles meurent, tout ce qui n'est pas récupéré avant la chute de la feuille tombe à la surface du sol. Alors ça, c'est une remontée qui est moindre que celle qu'opèrent les vers de terre ou les animaux, mais c'est aussi un mélange. Vous y êtes? Oui, les plantes font partie du décor, on a du mal à les extraire et leur donner un rôle. Ben voilà, c'est fait. Ah, et alors, hormis les animaux et les plantes, qui d'autre peut mélanger? Alors, l'eau ne mélange pas, hein. L'eau, elle entraîne vers le bas, donc elle sépare. Alors, je vous aide, vous me dites les bactéries, mais je vous aide. Pour que ça mélange, il faut que ce soit assez grand pour transporter les choses d'un endroit à l'autre. Donc, je cherche quelque chose qui est assez grand, mais j'ai plus droit aux plantes et aux animaux. Donc, j'ai plus le droit aux gros animaux et aux grosses plantes. Qu'est-ce qui me reste? Les mycéliums. Parce que vous avez vu, ils ont beau être microscopiques dans toutes les parties, ils peuvent être assez gros et en plus, vous avez vu qu'ils poussent en s'introduisant et là où ils poussent, alors bien sûr c'est accéléré, ils ramènent un matériau qu'ils ont collecté ailleurs. Donc ils déplacent aussi des choses moins que les plantes, qui elles-mêmes déplacent moins que les animaux, mais ça déplace aussi. Et d'ailleurs, les plantes payent les champignons pour ça. La plupart du temps, derrière ce que vous appelez des racines, quand on regarde au microscope avec une bonne coloration, on découvre qu'il y a dans la racine des filaments de champignons, même si cette racine est saine. En fait, 9 plantes sur 10 ne sont pas capables d'exploiter le sol par leurs racines. Vous m'entendez bien? 9 plantes sur 10 ne sont pas capables d'exploiter le sol par leurs racines. Au niveau de leurs racines, elles hébergent des champignons qui eux-mêmes explorent le sol et vont chercher les ressources pour la plante. La plante leur donne du sucre dont ils ont besoin, d'ailleurs eux-mêmes ont vitalement besoin de la plante, tandis qu'ils vont chercher de l'eau et des sels minéraux, azote, phosphate, phosphore, etc., dont ils utilisent une partie et dont ils donnent une autre à la plante. Voilà, la plante paye les champignons pour déplacer des ressources. C'est hyper rentable parce que le contact sol-filament de champignons
est 10 000 fois plus important en surface que le contact racine-sol. Et c'est vraiment important d'aller au contact parce qu'il y a des substances comme le fer et le phosphore qui ne bougent pas dans le sol. Donc, il faut être au contact pour les prélever. Elles ne circuleront pas dans l'eau, elles ne viendront pas vous voir. Et dans le même temps, cette surface est augmentée d'un facteur 10 000 pour un coût 100 fois réduit, car ça coûte 100 fois moins cher en matière organique de faire un filament que de faire une racine. C'est 100 fois plus petit en volume par unité de longueur. Vous y êtes? C'est une optimisation d'un facteur 1 million. Ça laisse pensif, parce que pour le coup, et en plus c'est complètement adaptable aux besoins. Si vous avez beaucoup besoin de champignons, vous en nourrissez beaucoup. Vous êtes bien nourri, vous n'en avez plus besoin. Vous en nourrissez moins, c'est de la sous-traitance. Hein. Ça se régule comme on veut. Tout à l'heure, on aura même droit à congédier les sous-traitants. Vous verrez. Alors, ce que j'ai voulu vous dire, c'est que le sol est une chorégraphie. On a l'impression d'une immobilité, mais en fait, le sol, il bouge. Il bouge par la vie. Ça n'empêche pas le sol d'être assez ferme pour être le point d'ancrage des arbres ou des maisons, ou l'endroit où on met les pieds. Mais il n'empêche, le sol est une chorégraphie, il bouge, et un sous-produit de ces mouvements, c'est les trous. Ben oui, c'est pas normal qu'il y ait des trous, normalement tout devrait s'effondrer, mais perpétuellement il y a de la vie, des racines qui poussent et qui meurent en laissant un trou, des filaments de champignons qui poussent et qui meurent en laissant un trou, des bactéries qui se déplacent vers, je sais pas moi, une légumineuse, tiens par exemple, pour aller fixer l'azote et qui laissent un trou derrière elle, des amibes qui se déplacent en faisant un trou, des vers de terre qui font des gros trous. Voilà, la vie, elle fait les trous aussi. Et ces trous, ils sont importants parce que sinon, il n'y aurait pas d'eau ni de gaz dans le sol. Oui, j'ai fait les trous au passage. Vous voyez que la vie fait le sol jusque dans ses absences, les lacunes, les pores. Alors, ce sol, maintenant, on l'a fait, c'est bon, il fonctionne, les plantes vont pouvoir pousser. Mais en fait, c'est pas ça, c'est pas que ça, le sol. Il a des rôles hors de lui. Maintenant, j'aimerais à travers 3 grandes fonctions, on illustre tout ce que fait le sol qui crée notre environnement. La première chose, c'est l'effet de serre. Bon, il ne vous a pas échappé, je parle de l'effet de serre avant l'homme. Il ne vous a pas échappé que l'effet de serre est vital, parce que sinon il ferait moins 50 degrés sur Terre. Donc ce n'est pas vraiment ce dont on a envie. Hein. Enfin, en tout cas, pour nous, ce ne serait pas une Terre habitable. Donc un peu d'effet de serre, ça va. Et d'ailleurs, le sol le fabrique, puisqu'il émet du CO2, on l'a dit, hein, il respire l'oxygène. Mais vous avez des sols où il n'y a pas d'oxygène parce qu'ils sont en noyés d'eau, soit des portions de certains sols, soit carrément, quand il y a vraiment de l'eau jusqu'à ras le sol, tout le sol est pauvre en oxygène. Alors vous allez me dire, sans oxygène, on ne peut pas respirer. Qui pense ça? Allez-y. Et puis personne n'ose lever le doigt. C'est vrai que vous et moi, on nous prive d'oxygène, on ne peut pas respirer. Oui, mais nous, on vit dans l'air, et dans l'air, il y a beaucoup d'oxygène, donc on ne sait pas que la respiration, ça peut se faire avec autre chose. Ça peut se faire au fer, ça peut se faire au sulfate. Et quand il n'y a pas d'oxygène, ça se fait autrement. Alors, il y a des bactéries, notamment, qui utilisent le CO2 à la place de l'oxygène. Oui, vous entendez bien. Et le déchet qu'elles font, c'est du méthane. C'est les bactéries qu'il y a dans les méthaniseurs, par exemple. Mais elles sont aussi dans les sols où il n'y a pas d'oxygène. Il y en a d'autres qui utilisent le nitrate, et elles font le protoxyde d'azote, ce qu'on appelle aussi le gaz hilarant. Et je vous ai mis ces 2 types de respiration-là qui se produisent dans les sols où il n'y a pas beaucoup d'oxygène. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est des gaz à effet de serre. Le méthane est 50 fois plus efficace que le CO2 et le protoxyde d'azote 320 fois. Donc, le sol produit des gaz à effet de serre, qu'ils soient oxygénés ou non. C'est bon? Bon. Alors ça fait une terre vivable, et maintenant je rajoute l'homme par-dessus. Figurez-vous que l'homme, sa façon de gérer les sols, augmente la production de gaz à effet de serre. Quand on laboure, on aère le sol. Alors vous allez voir qu'on tue tout un tas de trucs, mais on ne tue pas les bactéries qui sont trop petites pour être atteintes par le labour. Elles sont dans les grumeaux, et brutalement elles respirent plus. Et comme elles respirent plus, les sols labourés émettent du CO2. Alors cette diapositive est en débat avec un copain du GIEC, mais donc ce n'est pas le chiffre que je donne d'habitude, mais il semblerait que l'humanité a émis en 8000 ans par le labour la moitié de ce qu'elle a émis ensuite, depuis 200 ans, par les combustibles fossiles. Sauf que cette lente émission liée au labour, elle a stabilisé le climat en empêchant un refroidissement, et ça a été plutôt cool, alors que depuis 200 ans, ce qu'on émet, bon là c'est la catastrophe, hein, parce que c'est en train de réchauffer sérieusement le climat, on émet beaucoup plus et plus vite. Mais vous voyez que finalement, le labour est un facteur de l'effet de serre. Mais ce n'est pas tout.
Quand j'irrigue un sol, je crée des endroits du sol où il n'y a pas beaucoup d'air, donc pas beaucoup d'oxygène. Donc je crée des endroits du sol qui font du méthane et du protoxyde d'azote. Et c'est encore pire si je mets des engrais sous forme de nitrate, parce que là, j'encourage les bactéries qui utilisent le nitrate pour respirer. Donc vous voyez que les engrais minéraux contribuent aussi à l'effet de serre, au moins quand ils sont mis dans des sols humides ou des sols pas humides, mais irrigués. Et oui, 30% de l'effet de serre émis par l'agriculture, c'est la façon dont on gère les sols. Et il y a un gaz à effet de serre qui est vraiment agricole, parce que ce n'est pas un gaz à effet de serre industriel, c'est le protoxyde d'azote. Regardez la carte de France de la production de protoxyde d'azote. Vous voyez le bassin parisien, vous voyez la Bretagne agricole, le Léon par exemple. Vous voyez le bassin aquitain, sauf la forêt des Landes, la plaine du Rhin, la plaine de la Saône puis du Rhône, la Limagne. Et pas le Languedoc-Roussillon ni PACA. Pourquoi ? Parce que là-bas, les sols sont très secs et là-bas, on respire l'oxygène. Oui. 80% du protoxyde d'azote produit par l'homme en France, c'est lié à la façon dont on gère les sols. Là, vous vous trouvez confronté à la situation typique où, quand on ne fait pas de biologie, quand on ne fait pas d'écologie, ces sciences ne servent qu'à expliquer les catastrophes. Et nous sommes baignés là-dedans. Moi et mes comparses, nous sommes réduits à l'état de Cassandre. On annonce des catastrophes. Alors que, si on en fait avant d'agir, on peut découvrir brutalement qu'il y a les solutions dans ces disciplines. Et là, je vais vous la montrer, la solution. La solution, elle est illustrée par un programme qui a été initialement porté par Stéphane Le Foll et qui est toujours un programme porté par la France, mais avec moins d'enthousiasme, parce que voilà, Stéphane Le Foll, il est socialiste. Alors évidemment, quand on est un gouvernement du centre-gauche, comme on a en ce moment, ce n'est pas un gouvernement socialiste, évidemment. Donc en fait, cette initiative du 4 pour 1000, elle est un peu en berne. Elle est encore soutenue, mais elle ne l'est pas autant qu'elle l'a été. Le 4 pour 1000 vient d'un calcul tout bête, qui n'est pas un calcul qui représente ce qu'on peut faire, mais qui représente les ordres de grandeur. Le 4 pour 1000 vient d'un calcul qui dit que si on augmente chaque année de 0,4%, c'est pas beaucoup, la teneur en matière organique de tous les sols de la Terre, 0,4%, c'est 4 pour 1000, d'où le nom. Eh bien, on compense les émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi ? Parce qu'on met de la matière organique dans le sol, elle sera respirée, mais plus longtemps, et donc, le fait qu'elle reste dans le sol, c'est autant de CO2 qu'il n'y a pas dans l'air. Vous stockez, de la même façon que quand vous faites pousser une forêt, vous stockez du CO2 sous forme de troncs, de feuilles et de racines. Vous y êtes ? L'idée, c'est qu'en mettant de la matière organique dans les sols, on peut fixer du carbone, et si on en met plus de 0,4% par an, on compense les émissions de l'humanité. Alors évidemment, 1, on n'aura jamais assez de matière organique. 2, on ne pourra pas le faire partout. 3, ce n'est pas une raison pour continuer à faire des conneries. C'est une façon plutôt de résoudre ce qu'on a émis déjà. Mais c'est clairement une des solutions à mettre dans le cocktail, le portefeuille, avec les plantations d'arbres, des façons d'immobiliser du carbone, surtout que vous allez recroiser tout à l'heure des bonnes raisons de mettre de la matière organique dans les sols pour leur propre vie. Alors comment faire, vous allez me dire ? Petit 1, arrêtez les conneries. Ça, c'est habituel. D'accord ? Les sols bruns en hiver. C'est des sols qui ne servent à rien pendant 4 mois de l'année. C'est débile. Si vous avez un appart à Paris, vous ne vous débrouillez pas pour le louer 8 mois par an et qu'il soit vide 4 mois par an. Vous le mettez sur Airbnb et puis tant pis pour les gens qui veulent habiter dans l'endroit où ils travaillent. Bon, c'est pareil pour ces sols, on ne les utilise pas cette saison-là. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas très productifs. On plante un bon mélange d'espèces, fixant l'azote, grandissant beaucoup, fissurant le sol pour permettre l'entrée de l'eau, captant toutes les ressources pour qu'elles ne soient pas entraînées par l'eau de pluie en hiver. Et ça, on l'abat l'année suivante au moment de faire les semis. Soit mécaniquement, soit souvent on a recours à du glyphosate. On y reviendra, c'est pas génial. Mais c'est mieux quand même que de labourer, j'y reviendrai. En tout cas, vous pouvez faire pousser des choses en hiver, ça s'appelle des cultures intercalaires, et ces cultures intercalaires, elles vont vous fixer 0,1 à 0,8 tonnes de carbone par hectare et par an. Et puis peut-être que les grands syndicats agricoles feraient mieux de s'occuper, d'essayer d'obtenir de l'argent en rémunération de ça, puisque c'est du stockage du carbone, plutôt que de s'occuper d'autres choses. Alors, l'autre grande source de matière organique, c'est le fumier. Et c'est là que vous voyez que l'élevage n'est pas forcément l'ennemi du climat. Si votre fumier, vous le mettez dans des champs et qu'il y a des vers de terre qui font caca par-dessus et qui l'enfouissent, vous stockez du carbone. Et d'ailleurs, quel est l'animal, troisième source de carbone majeure, qui fait le plus de fumier en France ? Pas la vache.
pas le cheval, pas le porc, pas le mouton, pas la poule, pas le criquet. Non, vous avez dit criquet? Non. Mais oui, nous. Nous aussi, on fait des déchets. D'ailleurs, en 2025, toutes les municipalités, toutes les collectivités territoriales devront récolter la matière organique. Si on trie bien, on peut redonner ça au sol. Non seulement on ramène de l'azote et du phosphate, mais c'est encore une source importante de matière organique. Ça ne fera peut-être pas 4 pour 1000, mais ça fera une partie du travail. Oui, la solution au problème climatique, si on a compris comment fonctionnent les sols, elle est à mi-chemin entre les sols et nos poubelles. De l'eau maintenant, après le climat, qu'on peut faire ou défaire, vous voyez. L'eau. Quand il n'y a pas de sol, c'est dans le désert, l'eau qui tombe, elle dégringole, elle dévale les pentes, elle arrache tout ce qu'elle peut quand il y a de la pente, et elle étale tout ça dans de vastes pentes, dans de vastes plaines de gravier et de sable, où les cours d'eau sont à la fois anastomosés, changeant d'une pluie sur l'autre, et vides entre deux pluies. Ça s'appelle des oueds. Quand il y a des sols, il y a des rivières. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs types de rivières. Quand il y a des sols, en fait, l'eau qui tombe, elle tombe dans les trous du sol. Et bien sûr, elle s'écoule lentement vers le bas, on l'a dit, elle s'écoule lentement vers la sortie, mais lentement. Pendant ce temps-là, eh bien, ça permet aux plantes de se nourrir et de prélever cette eau dans les sols. Et elles ne s'en privent pas, hein. Le prélèvement d'eau dans les sols par les plantes, c'est quelque chose d'assez effrayant. 60 à 80% de l'eau qui est tombée par la pluie repart dans l'air. Ouais. Un hectare de forêt, par exemple, exige 30 tonnes d'eau chaque jour. Mais si vous réfléchissez, ça fait une lame de pluie de 3 mm. Comme il y a 200 jours de végétation par an, ça fait 600 mm par an. Bah ouais, regardez la carte de France. En dessous de 600 mm, il n'y a pas de forêt. Au-dessus de 600 mm, il y a des forêts. Vous y êtes? Et alors, tout ce qui repart en l'air, 60 à 80% de ce qui est tombé, bah, qu'est-ce que ça fait? Ça repart dans l'air, puis ça suit les vents dominants et ça repleut. Là, ça s'évapore en grande partie et ça repleut. Le long des grands courants d'air, le long des grands déplacements de masse d'air sur le globe entier, vous avez l'eau qui a été évaporée sur l'océan, qui pleut, s'évapore, repleut, s'évapore, repleut, s'évapore. Vous avez, sans les voir, des rivières atmosphériques qui sont permis par ça et qui font qu'au milieu de l'Europe, eh ben, il continue à pleuvoir alors qu'on est très loin de l'Atlantique. Vous y êtes? Vous ne les avez pas venues venir, les rivières atmosphériques. Mais elles sont permises par le fait qu'il y a des sols et que l'eau a le temps de repartir par évaporation, 60 à 80% de l'eau contre 10% dans les milieux désertiques. Alors, il y a aussi d'autres rivières, c'est les rivières terrestres. Tout ce qui n'est pas parti en l'air finit par arriver dans des rivières, voire en passant par des nappes phréatiques, voire dans des nappes phréatiques, mais l'idée c'est qu'il y a un reste, et ce reste alimente des rivières qui ne débordent donc pas entre deux pluies, puisque l'eau est stockée dans les sols transitoirement, et qui continuent de couler entre les pluies, puisque les sols leur restituent lentement l'eau qu'ils ont reçue de la pluie. Et d'ailleurs, vous savez que quand on est dans des régions où il pleut beaucoup, il ne faut surtout pas artificialiser les sols, parce qu'on perd leur capacité à éponger les pluies. Et en zone méditerranéenne, l'aménagement des villes a souvent été un facteur aggravant des risques d'inondation, qui sont certes liés au climat, mais qui sont d'autant moins prégnants que le sol peut jouer son rôle de tampon. Alors, j'ai fait le climat, j'ai fait le cycle de l'eau, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Tiens, on va faire l'océan. Quand vous regardez les côtes, vous apercevez que l'eau est extrêmement fertile. Regardez, ici, elle est verte de plancton. Et on devine qu'il y a plein de fucus sur les rochers. On est dans une île qui m'est très chère, on est à Belle-Île-en-Mer. Et là, il y a des trous de pêche de la famille. Alors, bon, je vous montre en gros, parce que je ne voudrais pas être trop précis. Les trous de pêche à la crevette et au crabe, au homard. Et derrière ce rocher, là, alors là, je peux vous montrer le rocher, parce que comme c'est derrière, vous ne risquez pas de voir où exactement. Il y a un trou où je vais très souvent pêcher la crevette à marée basse, où une fois, j'ai fait 2 kilos de bouquet en 10 minutes. Alors, c'est pas que je suis un bon pêcheur, c'est juste que sur les côtes, il y a énormément à manger, parce qu'il y a énormément de production de masse par les algues, et que donc ça nourrit des tas de crustacés, de poissons et de tout ce qu'on veut. En fait, au niveau global, on s'aperçoit que les zones où vraiment est produit beaucoup de masse vivante chaque année, ce sont les littoraux. Pourquoi? C'est tout bête. Au milieu de l'océan, quand vous avez un cadavre de baleine, de petites crevettes ou de cellules d'algues, qui se déplaçaient pour flotter,
Quand cette baleine, cette crevette ou ce petit tuile d'algues sont mortes, elles coulent. Elles coulent. Elles coulent. Et elles coulent jusqu'à 3 ou 4, 5 kilomètres de fond. Vous y êtes ? Là, alors vous pouvez peut-être le voir, on voit très bien qu'elle est en train de se décomposer. Ça donne de l'azote, du phosphate, regardez, il y a même du potassium, à 3, 4 ou 5 kilomètres de la lumière. C'est fini. L'océan est une gigantesque machine à s'appauvrir. En fait, ce qui manque le plus dans l'océan, d'ailleurs, c'est le fer. Le fer. Donc, au milieu de l'océan, il y a de la lumière, il y a de l'eau, mais il n'y a rien. Par contre, sur les côtes, arrive l'eau des rivières. Les rivières, elles ont entraîné une partie de la fertilité des sols dont elles sont nées, puisque les rivières, on l'a dit, sont filles de sols. Et non seulement elles l'ont entraîné des sols, mais maintenant elles l'amènent au littoral, par le biais des fleuves. Ouais. Les sols pleurent, parce que les larmes c'est salé, c'est plein de sels minéraux, donc c'est ça. Les sols pleurent sur le rivage des océans. Et c'est ça qui fertilise le rivage des océans. Et c'est pour ça que les pêcheurs français, ils ne sont pas très, très contents, les pêcheurs bretons, de voir la Grande-Bretagne partir avec ses eaux territoriales. Parce que dans ces eaux territoriales, il y a tous les sédiments de la Tamise, du Rhin et tout ce qu'on veut. Ça fait partie des endroits où il faut aller pêcher. Faire la même distance pour le milieu de l'océan, ça ne sert à rien. Vous comprenez mieux pourquoi on faisait la pêche à la morue en Islande ou à Terre-Neuve. C'est qu'il faut être près d'un continent pour avoir des poissons. Parce qu'ailleurs, il n'y a rien à manger. Et oui. Donc, vous voyez que sur cette image, le pain, le vin, la salade, les tomates sortent du sol, c'est évident. Les petits lardons et le gruyère aussi, d'une certaine façon, mais indirectement. Mais même les fruits de mer viennent des sols. Et oui. Et donc les sols font le climat, ou le défont, font le cycle de l'eau, ou le font mal, fertilisent les océans et nourrissent l'humanité en général. Il n'est pas faux de dire qu'ils sont notre placenta. Le placenta de l'humanité, c'est les sols. Ça fait beaucoup de fonctions externes au sol. Est-ce qu'on respecte ces fonctions par nos gestes habituels ou non en général, mais oui en perspective? Le labour, c'est la catastrophe absolue. D'ailleurs, il y a des civilisations entières qui ont monté leur agriculture sans labour. Les Amérindiens n'ont jamais, les précolombiens n'ont jamais labouré. Ils n'avaient pas d'animaux de trait. Ils enterraient leurs graines et puis ils désherbaient à la main. Alors vous allez me dire, c'est peut-être pas un modèle très actuel. Ok, mais enfin, on peut faire des civilisations sans labour. Il faut se le rappeler parce qu'on a tendance à oublier ça. Pour beaucoup d'entre nous, l'agriculture, c'est le labour. Non, l'agriculture, c'est le sol, d'abord. Alors, le labour, il a une grande caractérité, c'est qu'il désherbe. Vous avez vu, là, les herbes, s'il tue quelque chose qui est un tiers souterrain, vous pouvez imaginer ce que ça fait à quelque chose qui est 3 tiers souterrain, complètement souterrain. Ça le tue 3 fois plus. Alors, évidemment, ça ne tue pas les bactéries, parce qu'elles sont tellement petites qu'elles n'ont même pas vu ce qui se passait. Mais les animaux, c'est l'horreur totale. D'ailleurs, il y en a qui se font becter. Hein. Là, les oiseaux, ils sont venus prendre un verre. Littéralement. Donc ça, c'est l'image d'un holocauste animal. Mais moi, quand je vois cette image-là, j'ai surtout mal aux filaments de champignons. D'ailleurs, on ne trouve jamais de rondes sorcières sur des sols labourés. Eh oui, parce que quand on laboure un mycélium, il meurt. Et d'ailleurs, on sait très bien que quand on laboure, on réduit le nombre d'espèces de champignons parce qu'il y en a qui sont incapables de cicatriser après le labour. Voilà. Alors, quand on regarde les bactéries, par contre, il y a souvent plus d'espèces. Pourquoi ? D'abord parce qu'on aère violemment le sol, donc des bactéries plus exigeantes en oxygène peuvent s'installer. Et deuxièmement, parce qu'il y a des champignons qui ont disparu, donc il y a de la compétition qui a disparu, des compétiteurs qui ont disparu, et des bactéries qui sont habituellement exclues par certains champignons arrivent à s'installer. Donc entre la place supplémentaire et l'oxygène, il y a des espèces de bactéries qui apparaissent. Et si vous tirez un trait en me disant que la biodiversité, c'est le nombre d'espèces, vous allez conclure qu'il n'y a pas de différence de biodiversité. Mais la biodiversité, vous l'avez vu, c'est aussi les fonctions que remplissent les organismes dans le milieu. Il n'y a pas que le nombre d'espèces, il y a quelles sont les fonctions, quelles sont les actions qu'elles ont sur leur milieu. On a vu plein d'actions qui faisaient les sols. Par exemple, les mycorhizes, les bactéries ne feront jamais les mycorhizes, vous y êtes. Donc, quand la diversité change, les fonctions, les mécanismes qui s'accomplissent changent, et ça c'est l'image d'un sol qui ne va pas fonctionner pareil quand il est labouré, notamment pour les mycorhizes, elles disparaissent au moment du labour. Les champignons qui les font disparaissent au moment du labour. Oui, mycorhize, excusez-moi, tout à l'heure, vous avez vu passer le terme, je ne suis pas sûr de l'avoir introduit, c'est le nom qu'on donne à cette association entre les racines et les champignons du sol. D'accord ? Donc en fait,
les champignons alliés des racines disparaissent au labour. Comme on a aéré et que les bactéries, elles ont survécu et qu'elles respirent du coup plus, eh bien on voit que les sols agricoles sont très pauvres en matière organique. On voit très bien qu'il n'y en a pas beaucoup dans les sols du bassin aquitain, sauf la forêt des Landes, pas beaucoup dans les sols du bassin parisien, sauf la forêt de Fontainebleau et la forêt de Chantilly, pas beaucoup dans la plaine du Rhin, dans la plaine de Saône et du Rhône, en PACA et en Languedoc-Roussillon, en Limagne également. En fait, les sols labourés perdent de la matière organique parce qu'ils respirent plus que la matière organique n'y arrive, surtout que maintenant on n'utilise plus des engrais organiques, mais des engrais minéraux, donc on ne ramène plus de matière organique. Les sols de nos régions ont perdu 50% de leur matière organique en moyenne depuis les années 50. Alors vous allez me dire, bon, et alors ? Et alors ? La matière organique, c'est ce qui retient les morceaux de sol ensemble. C'est de la colle, c'est poisseux la matière organique. Donc vos sols, ils s'en vont en miettes. Et d'ailleurs, cette image ne vous a pas choqué, mais ça, c'est pas une rivière normale. Une rivière normale, c'est ça. L'eau entraîne des choses, mais elle reste translucide. Ça, c'est une rivière dans une région où il y a du labour, et où en fait les particules de sol sont plus fixées entre elles, et elles partent avec l'eau. Vous y êtes ? Ça, c'est pas normal. Ça, c'est normal. Le labour augmente d'un facteur 10 à 20 l'érosion. Ça fait que les sols de Beauce s'érodent aussi vite que les sols des Alpes. Et donc beaucoup plus vite qu'ils ne se forment. C'est pas soutenable, cette histoire. Et d'ailleurs, quand il n'y a plus du tout de matière organique en quantité suffisante, c'est ce qui se passe dans le nord de la France. Alors, je peux vous dire que je vais souvent expliquer à des... je fais des exposés sur la nature de la matière organique dans les sols à des élus des Hauts-de-France. Des élus qui me payent pour venir leur expliquer ce que c'est que la matière organique dans les sols. Parce qu'on leur a vaguement dit que s'ils ont d'énormes coulées de boue, 250 mètres, 1 mètre de dénivelé sur 250 mètres. C'est pas une grosse pente, hein. Mais le sol, là-bas, quand il pleut, il y a tellement plus de matière organique qu'il part comme un sable. Vous y êtes ? C'est une catastrophe d'érosion et ce n'est pas une vision de l'esprit. Quand vous visitez les grandes cités de l'Antiquité méditerranéenne, au Liban ou en Grèce, et que vous voyez des sols squelettiques autour, vous vous dites « Ah oui », comme moi je me suis dit quand je les ai vus la première fois, « Ah ouais, les sols méditerranéens, ils sont un peu caillouteux, ils ne sont pas riches ». Est-ce qu'on fait des villes ailleurs qu'au milieu de grandes plaines nourricières ? Non. Simplement, ça, c'est une plaine nourricière après 5000 ans de labour. Et c'est vrai qu'en Beauce, où non seulement les sols sont très épais, mais en plus ça fait que 1500 ans qu'on y va dardard, ça ne se voit pas encore. Mais à long terme, on voit très bien que les sols ils disparaissent sous l'effet du labour. Alors, nos anciens ne sont pas des terroristes. S'ils ont fait ça, c'est que ça désherbe, c'est que ça aère et ça rend poreux, même si les trous se rebouchent très vite parce qu'ils ne sont pas très stables. Et puis ça remonte la fertilité. En ce sens, c'est un gigantesque travail de vers de terre. Sauf que les vers de terre, ils travaillent le sol d'une façon durable. Là, ce n'est pas durable parce qu'à long terme, vous perturbez la vie du sol et les fonctions du sol, vous détruisez la matière organique, donc la capacité à retenir l'eau, parce que la matière organique, ça retient l'eau, et la capacité à retenir entre eux les morceaux de sol. Et puis à la fin, votre sol, il disparaît. En fait, vous produisez plus, oui, mais vous êtes en train de convertir votre capital en rente. Vous y êtes ? Vous détruisez le sol pour produire plus. Et donc demain, vous produisez moins, ou après-demain. C'est difficile de réaliser que la dysfonction est à long terme parce que ça ne se fait pas en un jour, mais aujourd'hui, on sait très bien que le labour n'est pas une option. Et d'ailleurs, ceux qui s'en sont rendus compte, ce n'est pas des scientifiques, c'est avant tout des agriculteurs qui ont inventé des agricultures non labourées. Alors d'accord, elles ont un défaut, c'est comment désherber, souvent ils mettent du glyphosate. Alors vous allez pousser de hauts cris. Attendez. Quand on compare ce champ qui n'est plus labouré depuis 10 ans à ce champ qu'on a continué de labourer, vous voyez que, il y a plus de matière organique là, parce qu'elle est respirée plus lentement. Là, vous refaites des stocks de matière organique qui luttent contre l'érosion et qui retiennent l'eau et qui fixent du carbone. Alors là, c'est plus pâle. Deuxièmement, on voit que là, l'autre pluie s'est évacuée. Là, elle ne s'est pas évacuée. Pourquoi ? Parce que la vie, ça fait des trous. Quand on laboure, il y a moins de vie, il y a moins de trous. Paradoxalement, les trous du labour, ils sont tout de suite écrasés par la roue du tracteur. Les trous de la vie, ils ne sont pas écrasés par les roues du tracteur, ils sont plus stables. Et puis, il y a 8 cm de différence. Et ça, ce n'est pas l'érosion. 10 ans d'érosion, ça ne fait pas 8 cm, Dieu merci. Non, c'est la taille des trous. La taille des trous. Et dans le contexte, d'accord, de sécheresse
estivale, le fait qu'il y ait plus de trous et de la matière organique qui elle-même retient l'eau, eh ben aujourd'hui, ces gens-là, ils commencent à avoir des rendements supérieurs à l'agriculture conventionnelle, parce qu'ils ont une meilleure réserve hydrique. Alors vous allez me dire, oui, mais ils mettent du glyphosate. Oui, mais sauf que il y a 25%, et là on a fait les mesures dans ce cas-là, donc on le sait bien, il y a 25% de vie en plus là que là. Ça veut dire que, je suis désolé, hein, c'est énervant, et vous allez voir par la suite que c'est doublement énervant parce que le glyphosate, c'est pas bon. C'est énervant, mais c'est comme ça. Hein. Les faits sont têtus. Le labour est plus dangereux que le glyphosate pour la vie du sol. Alors peut-être que pour l'agriculteur, c'est moins dangereux, on va y revenir, mais bon. C'est bon, alors le labour n'est pas une option, et chaque fois qu'on peut, on ne laboure plus. Rapidement, d'autres choses, les pesticides. Alors les voilà, les pesticides. On va parler du glyphosate, classé cancérigène probable par l'INSERM, mais inoffensif selon les grandes agences sanitaires nationales. Je ne comprends pas très bien pourquoi, mais en fait, en matière de santé, je préfère demander à l'INSERM qu'elle ait fait NESPA. Hein. Bon. Alors, vous voyez que le taux d'éclosion des cocons de vers de terre, le taux de viabilité des cocons de vers de terre, il chute drastiquement pour des vers qui montent et qui descendent ou pour des vers qui circulent horizontalement dans le sol. Il chute drastiquement quand on rajoute du glyphosate. Ici, il est ajouté une dose qui correspond à un quart de la dose d'application d'une grande culture. C'est pas fort. Les spores des champignons qui font des mycorhizes, ben, figurez-vous qu'en général, dans le sol, il y en a les 3/4 qui sont vivantes. Quand on a arrosé de glyphosate, comme précédemment, il n'y en a plus que 10% qui sont vivants. Donc le glyphosate, que ce soit clair pour tout le monde, c'est avant tout un herbicide. Hein. Il est calculé pour, mais il y a des balles perdues sur la vie du sol, et donc c'est pas terrible. Sauf que c'est moins grave que le labour. Et donc il va falloir sortir du glyphosate, c'est sûr, mais l'urgence, c'est de sortir du labour. En gros, on a deux agricultures. Hein. On a une agriculture qui laboure plus, c'est ce qu'on appelle l'agriculture de conservation, 4% de la surface agricole, c'est un pas dans la bonne direction, mais glyphosate. On a une agriculture qui n'utilise plus trop de produits chimiques, c'est l'agriculture bio. C'est un pas dans la bonne direction, mais elle laboure. C'est pas parfait, ben, c'est pas grave. Il faut qu'on continue à avancer. C'est deux pas dans la bonne direction, pas tout à fait la même. Un jour, il faudra arriver à résoudre les deux problèmes résiduels de ces agricultures. Moi, j'achète bio, hein. Je n'ai pas de problème avec ça, mais c'est pas parfait le bio. C'est pas bon pour les sols en tout cas. Enfin, c'est pas très bon. Et déjà, il n'y a plus de pesticides, donc c'est déjà ça. Mais alors, quand on met des engrais minéraux, ça c'est l'autre grand apport, c'est l'apport d'une nourriture facilement utilisable par les plantes. Qu'est-ce qu'elles font les plantes quand elles ont plein d'azote et de phosphate à manger? Ben, elles congédient les champignons. Elles ne vont pas donner du sucre à un champignon dès lors qu'il y a assez de ressources dans le sol pour qu'elles se servent elles-mêmes. On voit très bien que quand on met des engrais, il y a moins de champignons qui font des mycorhizes, il y a moins de champignons qui aident les plantes. Et c'est dommage, parce que figurez-vous que dans le même temps, il y a autant de pathogènes. Or, je ne vous l'avais pas dit, mais je vous le dis maintenant, une des fonctions des champignons associés aux racines, c'est qu'ils les protègent des maladies. C'est une charité bien ordonnée qui commence par eux-mêmes. Ces racines sont la source de leur sucre, de leur alimentation. Donc plus elles sont en forme, plus ils mangent. Okay, donc ce n'est pas du grand altruisme, sauf qu'ils ont un effet protecteur. Et là, vous voyez que c'est très insidieux, parce que quand on met des engrais, il y a moins de champignons mycorhiziens, donc il y a moins de protection des racines, donc il faudra sans doute plus de pesticides pour soigner les maladies. On a vu avant que quand on a mis des pesticides, il y a moins de champignons mycorhiziens, donc il faudra mettre plus d'engrais pour que les plantes arrivent à manger. Vous y êtes? Les engrais appellent les intrants minéraux parce qu'ils détruisent, ils appellent les pesticides parce qu'ils détruisent l'interaction avec des champignons qui protègent habituellement les plantes. Et les pesticides appellent les engrais minéraux parce qu'ils détruisent l'interaction également. Alors, ce que j'ai voulu dire là, c'est que finalement les engrais minéraux appellent les pesticides appellent les engrais minéraux. Bon, cette forme d'agriculture, elle a une vertu, c'est qu'elle nous nourrit, hein, on n'a plus faim, il n'y a plus de famine. Par contre, elle pose un problème qualitatif dont il faut sortir en utilisant au maximum les ressources du sol, je vais y revenir, habituelles. Dernière chose, les engrais minéraux, ils ont un dernier défaut, c'est qu'on en met tellement pour que ça marche, qu'ils suivent la route qui va vers les rivières et les littoraux, et ça fait des marées d'algues vertes ou des marées d'algues brunes. Vous avez le choix de la couleur, mais pas de l'odeur. Dans les deux cas, ça émet du H2S, un gaz putride qui est très toxique pour l'homme. C'est surtout ça le problème. D'accord ? Donc, quelque part, mes engrais minéraux me rappellent, ça, dans les Caraïbes, c'est les engrais minéraux de l'Amazonie. Hein. En Bretagne, c'est les nôtres. Ils me rappellent, les engrais minéraux, le chemin qui va des sols à l'océan, au passage. Mais là, avec excès. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est simple, revenir autant que possible à des engrais
organique, c'est-à-dire du fumier, des déchets humains, des choses comme ça, qui se décomposent lentement et qui libèrent lentement l'azote et le phosphate à un rythme tel que, d'abord, ça ne passe pas dans les rivières, et deuxièmement, les plantes ont besoin des champignons mycorhiziens pour les capter. Donc le programme, il est clair, c'est d'ailleurs le programme de l'agriculture biologique, ça, qui n'utilise plus l'engrais minéraux. En fait, vous pourriez retirer de tout ça l'impression que les agriculteurs tuent les sols. C'est doublement faux. D'abord, ils ne tuent pas les sols, ils amoindrissent la vie, mais il y a toujours de la vie dans les sols, il n'y a pas de sol mort. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas les agriculteurs qui tuent les sols. Vous savez qui tue les sols ? C'est les consommateurs d'espace, surtout. C'est l'extension des villes, l'extension des zones d'activité, l'extension des zones pavillonnaires. C'est ça qui recouvre le sol, et là, le sol, il est mort. Ceux qui tuent les sols, ce n'est pas les agriculteurs. Ils les estourbissent, certes, mais c'est l'artificialisation qui tue les sols. Et un rythme alarmant. En 50 ans, depuis les années 70, nous avons artificialisé 10% de la surface agricole, soit l'équivalent de la surface de PACA. Aujourd'hui, la France est un des mauvais élèves de l'Europe en rythme d'artificialisation, un rythme qui a dépassé la démographie. Ça ne dépend plus de la démographie. Ça veut dire que chacun d'entre nous, virtuellement, demande plus d'espace pour son pavillon, pour sa plateforme logistique d'exportation, pour sa voie à grande vitesse, pour son contournement routier, pour des tas de choses comme ça. Et en plus, ça, c'est toujours à proximité des villes. Or, les villes sont installées au milieu des zones où sont les sols les plus fertiles. Le campus de Saclay a sacrifié, bétonné les sols les plus productifs d'Europe occidentale. Le Grand Paris est un outrage à la nutrition des générations suivantes, dans l'indifférence générale, parce que les enjeux sont mal perçus. Mais on comprend qu'ici, c'est les citoyens qui doivent s'emparer de ça. Ce n'est pas les agriculteurs. Les agriculteurs, eux, au contraire, ils voudraient que ça cesse. Excès de labour, mais on sait faire des agricultures sans labour. Bon, ok, avec des pesticides, mais bon. Problème de pesticides, mais le bio les a résolus en grande partie. Problème des engrais minéraux, mais le bio, là encore, avec des engrais organiques, l'a résolu. Et puis avec les engrais organiques, d'une façon générale, on peut partout diminuer l'utilisation d'engrais minéraux. Et artificialisation, et on va y revenir tout de suite, il y a une loi là-dessus qui veut le limiter. C'était ce qui était mentionné en introduction. Il y a aussi une solution. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a un problème, mais les solutions, il y a des gens qui les ont prises en main. Alors, parlant du ZAN, zéro artificialisation nette, ce texte de loi qui fait partie du paquet climat et résilience, qui est une des conséquences de la conférence citoyenne qu'il y a eu sur les problèmes de changement climatique, cette loi, elle est très ambitieuse, encore qu'elle s'applique plus à la génération suivante, puisque c'est pour 2050. Nous, on peut continuer marginalement à faire nos petites besognes crasseuses, avec un objectif en 2032 d'avoir réduit ça de 50%. Moi, je pense qu'on pourrait s'imposer ça plus vite. Mais malheureusement, le modèle de développement pour les collectivités territoriales, c'est la zone pavillonnaire, la zone industrielle, la zone d'activité, le contournement routier. Et aujourd'hui, nos élus ont beaucoup de problèmes. Problèmes qu'ils ont fait remonter au Sénat. Le Sénat a détricoté complètement la loi. Elle est morte pour ce qu'en a fait le Sénat. Elle devait repasser devant l'Assemblée nationale et le gouvernement a montré ses muscles, des muscles redoutables. Sauf qu'ils se sont aperçus qu'au Sénat, il y avait LR et qu'il fallait donner des gages à LR. Oui, puisque LR aide le gouvernement. Enfin, je n'ai pas compris le raisonnement, mais il semblerait que le gouvernement espère encore être aidé par LR. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Après avoir montré les muscles, eh bien, en fait, on se prépare à ce qu'à l'Assemblée nationale, on entérine les rectifications du Sénat. Le zéro artificialisation net est mort. C'est mort dans l'indifférence générale, parce que les enjeux de fixation de carbone, de nutrition de l'humanité, de quantité et de qualité des eaux n'ont pas été assez expliqués aux gens. Bon, voilà. Donc, quelque part, même les élus qui ont lutté contre le ZAN, ils n'ont pas... si vous voulez, c'est de l'ignorance. Enfin, l'ignorance, quand on est décideur, c'est dangereux. Et c'est dangereux pour nous tous. Je ne voudrais pas que, dans ce que je vous ai dit, la fin, qui est un peu triste, vous laisse oublier à quel point c'est beau, un sol. Et ne vous laisse pas oublier que tout ce que vous aimez et ce dans quoi vous vivez, c'est peut-être pas l'essentiel, mais c'est assez agréable pour qu'on se soucie d'entretenir les coulisses. Coulisses qui sont non seulement, évidemment, à l'origine de ça, de ce que nous voyons, mais aussi, vous l'avez vu, du climat, du cycle de l'eau et de la fertilité des océans. Bref,
coulisse le sol, qui est, on pourrait presque dire, l'origine du monde où nous vivons, l'origine du monde. Ça pourrait presque être le titre d'un livre sur le sol, si ce n'était pas déjà le titre d'une peinture, pas très loin d'ici. Voilà, je vous remercie de votre attention.